Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être si nombreux un jour ensoleillé où vous préférez l'histoire et la question de la nature en ville à une balade à l'extérieur. On est très touchés. Je suis Céline Acharian, je dirige la Fabrique de la Cité depuis à peu près 1 an. Est-ce que ça dit à tout le monde la Fabrique de la Cité ou j'en dis une phrase? Non, je vois des têtes qui disent non. Donc la Fabrique de la Cité est un think tank, le think tank des transitions urbaines, dont le mécène unique est Vinci, qui habite dans les locaux de Léonard, dans le 12e arrondissement, et qui se préoccupe depuis une douzaine d'années de tout ce qui est transition, reconstruction, rénovation, réhabilitation de la ville, avec des systèmes de contraintes qui, au cours des 12 dernières années, ont évolué. À un moment, on s'est occupé de numérique. Aujourd'hui, on s'occupe de nature et du retour de la nature en ville. Est-ce bien un retour? C'est un peu ce qu'on va se demander aujourd'hui. C'est des questions qu'on va se poser aujourd'hui. Et j'ai l'honneur de présenter, dire quelques mots de présentation et d'accueillir ici à l'archipel Antoine Picon. Antoine Picon qui, pour la formule rapide, est directeur de recherche à l'École des Ponts, comme c'est écrit sous les pixels, est professeur à la Graduate School of Design de l'Université de Harvard. Pour une version un tout petit peu plus longue, Antoine Picon, vous êtes polytechnicien, X-Pont, ça arrive à certains d'entre vous sans doute dans la salle aussi, mais aussi architecte des PLG depuis 1984, mais aussi docteur en histoire de l'EHESS. Et vous avez d'ailleurs consacré votre thèse à l'émergence de la figure de l'ingénieur moderne, sous la direction de Marcel Roncaiolo, qui est un grand géographe urbaniste que certains d'entre vous remettent sans doute. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, des très récents, et je ne saurais pas les énumérer, sinon vous seriez là jusqu'à ce soir, d'articles, de conférences, de cours. J'en retiens 3 juste pour ce qu'ils disent de vos centres d'intérêt. Un livre sur les architectes et ingénieurs au siècle des Lumières. Ça, c'est plutôt l'histoire de l'émergence de cette ingénierie qui date de 88. Un autre qui s'appelle La ville, territoire des cyborgs, qui date de 99. Et si vous faites le lien avec tout ce qu'on a dit ensuite des smart cities, c'était quand même un petit peu en avance de phase, se poser la question de ce que les technologies numériques allaient changer dans les organisations des villes. Et puis un plus récent sur la ville des réseaux, un imaginaire politique. Et là, je vais revenir sur cette partie imaginaire qui m'intéresse pas mal aussi. Donc si on fait le lien, à chaque fois vous vous intéressez à ce qui parle à la fois de construction matérielle, de la ville, des infrastructures, de l'espace public, de l'architecture et de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, et ça de Marne-la-Vallée à Séoul en passant par Marseille, et j'en passe. De la construction politique et sociale qui va avec souvent, ce qui fait ville, ce qui fait société, ce qui fait histoire, et puis de la construction rationnelle, l'ingénierie, les progrès scientifiques et techniques, et en particulier les technologies numériques dont je viens de parler. Et pour autant, vous n'oubliez pas non plus le cerveau droit et l'imaginaire. Et avec 2 historiens, vous avez coordonné et publié en 2002 le Dictionnaire des utopies, qui m'a pas mal intéressée, avec 110 entrées, 40 auteurs. Ce qui dit votre intérêt aussi pour la part de rêve et de projection dans toutes ces constructions sociales, politiques, architecturales. Voilà qui va pouvoir nous donner un peu de champ, un peu de profondeur de champ sur cette question de la nature de la ville. Voilà pourquoi on a demandé à Antoine Picon de rédiger pour nous quelque chose comme un état
de cette question de la nature en ville, éclairée par tout ce que vous savez d'histoire, justement, de la nature en ville. Et c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. On va faire ça sous la forme d'une conversation dans laquelle, évidemment, vous rentrerez avec vos questions. Agathe est là avec un micro. D'une conversation qui commence avec une première question, qui est un peu celle-ci, cette question qui était un peu provocatrice. Je ne sais pas où je dois regarder avec ça. Voilà. Se poser la question de la nature en ville, c'est pas se poser la question de quelle place pour la nature, ou où installer la trame verte, ou installer le jardin partagé ou la serre urbaine. La façon dont vous posez la question, c'est plutôt depuis quand, pour quelles bonnes raisons, morales, hygiénistes, esthétisantes, dans quel projet politique, comment et pourquoi à toutes ces époques on s'est donné autant de mal pour remettre ou pour redonner une place ou pour donner une place à la nature en ville. Et d'abord, j'ai envie de vous poser la question finalement qui est celle par laquelle vous commencez dans cette note, qui est mais de quelle nature parle-t-on? Est-ce que c'est laisser faire, laisser pousser la nature en ville? Je crois que la nature en ville, bon, j'ai mis nature au pluriel parce que chacun a sa propre vision de ce qu'est la nature. Et je dirais aujourd'hui, c'est un terme qui est très discuté parce que bon, il y a toute une série de visions parfois un peu en conflit. Bon, je dirais, il y a quand même grosso modo deux types de nature en ville. Il y a la nature dont on s'occupe, qu'on plante, qu'on entretient, etc. Celle des parcs et jardins, etc. Celle aussi finalement des jardins partagés aujourd'hui, de l'agriculture urbaine, qui est une nature finalement un peu volontariste. Et puis il y a tout ce qui pousse en ville, qui se développe en ville, les herbes, les oiseaux, etc. Et donc il y a aussi une nature qui n'est pas planifiée, et donc avec à toutes les époques un peu des débats concernant la place que doivent occuper chacune de ces natures. Bon, je dirais aujourd'hui, quand on enlève les grilles haussmanniennes au pied des arbres et qu'on laisse pousser de l'herbe, etc., ça fait râler beaucoup de gens. Et on voit bien qu'en fait, bon, la place des natures en ville, c'est un objet de débat. Et alors du coup, si on se donne un peu de profondeur de champ, on va commencer quand est-ce qu'on commence à se préoccuper de la place de la nature en ville? Alors ça, c'est relativement facile à dater. Disons, il y a toujours eu de la nature en ville, il y a toujours eu des jardins, il y a toujours eu de l'eau, etc. Mais c'était quand même plutôt dans un cadre privé, ou si on prend l'eau, par exemple, la Bièvre, il y avait des tanneries à Paris, etc. Donc des choses plutôt professionnelles. Disons qu'à partir du XVIIe, et puis ça s'accélère au XVIIIe siècle, on commence à se préoccuper d'une nature mise à la disposition de tous. Par exemple, on va ouvrir certains jardins, alors pas à tout le monde évidemment, mais aux gens bien nés, etc., au public un peu, au public parisien. Et puis, à partir du XVIIIe siècle, ça va prendre un tour assez proche de certaines des questions qu'on retrouve encore aujourd'hui. Petit 1, la nature, ça permet d'assainir, ça permet de lutter contre la pollution. Il y a toute une série de discours sur la pollution urbaine au XVIIIe siècle, sur finalement, je dirais, à quel point la ville peut être délétère et compromettre la santé. Donc ça sert à ça. Et puis il y a d'autre part l'idée que la nature en ville, ça apaise, ça civilise. Ça permet de constituer du lien social, et là aussi c'est quelque chose qui acquiert une importance grandissante au XVIIIe siècle, là, avec parfois des projets un peu paradoxaux. Alphonse Allais, au début du XXe siècle, il y a sa fameuse plaisanterie sur construire les villes à la campagne. Ça, c'est un projet de la fin du XVIIIe siècle d'un architecte célèbre, Claude Nicolas Ledoux. C'est littéralement un projet de ville à la campagne autour d'une exploitation de sel. Du côté donc dans le Doubs. Il y en a que la moitié qui a été réalisée sous forme d'usine, mais il avait projeté à Arc-et-Senans, mais il avait projeté donc très littéralement cette ville à la campagne, très typique de la fin du XVIIIe siècle. On essaye de confronter la ville aux espaces naturels. Ça va donner en Angleterre, par exemple, tout l'urbanisme des squares, etc., de l'urbanisme géorgien. Et on joue déjà avec l'ordre et le désordre.
Oui, tout à fait. On se pose des questions. Finalement, la nature, alors c'est l'époque aussi où les jardins, on abandonne progressivement les allées rectilignes des jardins à la française. On commence à s'intéresser à l'irrégulier, au pittoresque. Et on se dit finalement, est-ce qu'une ville, ça ne devrait pas être une combinaison de régularité, mais aussi de choses irrégulières qui surprennent. Et finalement, pour éviter que la ville soit ennuyeuse. Donc ça, il y a toute une série de débats esthétiques au cours du XVIIIe siècle. La ville devrait s'inspirer des jardins, mais de quel jardin? Est-ce que c'est le jardin régulier? Est-ce que c'est le jardin plus irrégulier à l'anglaise? Donc c'est toute une série de débats à la fois esthétiques, mais aussi de planification urbaine. Alors, si je reprends, 17e, c'est Hyde Park, les jardins royaux, les Tuileries. On sort de la période des jardins fermés, privatifs, et on commence à penser jardins ouverts au public. Le siècle des Lumières, c'est des utopies comme celle-ci, et c'est... Des réalisations aussi, des boulevards, par exemple. Le boulevard planté se généralise au XVIIIe siècle. Alors, je crois qu'on a aussi... Non, on va y venir après. Et alors, le 19e, cette fois, là, c'est avec la croissance des villes. Le 19e, vraiment, va prendre la question de la nature très, très au sérieux. Les villes, vous venez de le dire, Céline, les villes, elles augmentent dramatiquement de taille. Je dirais, il faut voir que le 19e a été stupéfait par la croissance urbaine, un peu comme nous aujourd'hui face à la croissance en Chine et dans d'autres pays asiatiques. Une ville comme Chicago, au début du 19e siècle, c'est quelques milliers d'habitants. À la fin du 19e siècle, c'est quelques millions, alors qu'il avait fallu à Paris ou à Londres à peu près une dizaine de siècles pour atteindre des tailles de ce genre. Donc des villes énormes, des villes qui apparaissent encore plus polluées, des villes aussi dans lesquelles les classes sociales sont en tension les unes avec les autres. Donc du coup, on se dit la nature, ça va peut-être mettre de la nature en ville, ça va permettre de commencer à résoudre ces problèmes de taille, de pollution et puis aussi de tension sociale. Et il y a deux exemples que vous donnez. Un à Paris, qui est les buttes Chaumont, qui ont été aménagés pour l'Expo universelle de 1867, avec cette double vocation de moralisation et d'ouverture au public, de civilisation finalement des urbains. Et puis Central Park. Et là, vous ajoutez une dimension, c'est que Central Park, ça a aussi une dimension technique d'infrastructure. Oui, tout à fait. Les buts de Chaumont aussi participent en fait. Bon, Haussmann, on pense souvent immeuble haussmannien, avenue, etc. Il se trouve que Napoléon III et Haussmann avaient une véritable obsession autour des parcs et jardins. Et en fait, le bras droit d'Haussmann, Alphand, il est chargé des promenades de Paris, c'est-à-dire les plantations d'alignement le long des boulevards, les parcs, etc. Et c'est un aspect extrêmement important de l'haussmannisation. Enfin, la plantation des arbres, les arbres d'alignement, pour l'essentiel, ça va remonter à Haussmann. Et avec cette idée vraiment qu'il faut de la nature pour tout le monde, même si tout le monde n'est pas égal. Et donc implanter dans l'un des endroits les plus misérables de Paris au XIXe siècle, un jardin, ça a une signification politique et c'est celle des buttes Chaumont, qui est en fait un jardin qui est à l'époque dans l'endroit quasiment le plus misérable de Paris. Et on va y mettre un jardin pour bien montrer que tout le monde doit avoir accès à la nature. Donc c'est un peu le message. Alors Central Park, c'est un peu une idée du même genre, c'est-à-dire qu'en fait, pour civiliser la ville, alors sauf que c'est à l'époque encore à la limite de Manhattan, de New York, c'est plutôt dans une position comme le bois de Boulogne, etc. Un parc immense et un parc effectivement qui a une relation directe avec des infrastructures parce que c'est là où arrive le principal aqueduc qui amène de l'eau potable à New York. Et en fait, le parc est inséparable de cette pensée des infrastructures. Je dirais globalement au XIXe siècle, il y a vraiment cette idée que la nature, c'est quelque chose qui est souvent conjugué avec l'infrastructure et même qui peut être pensé parfois comme une forme d'infrastructure elle-même. C'est un peu le début finalement d'idées qu'on voit se développer beaucoup aujourd'hui. Vous appelez ça technonature et vous notez d'ailleurs qu'Alphand plante les arbres comme il plante les réverbères, c'est-à-dire avec un alignement parfait. C'est une nature qui est bien domptée là. Et alors, si on passe au 20e maintenant, est-ce qu'il y a encore des projections? Est-ce qu'il y a encore des utopies au 20e? Est-ce que ces formes de projection-là se sont incarnées dans la cité-jardin, dans cet idéal de mixité nature-urbanité projeté par
pas mal de théoriciens des cités-jardins. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est peut-être plus surprenant, c'est vrai qu'au début du XXe siècle, bon, c'est initié par un urbaniste et utopiste anglais, Buzzner Howard, et ensuite ça se diffuse un peu partout dans le monde, en Amérique, mais aussi en France, etc. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est qu'en fait, parmi les gens intéressés par la cité-jardin, on va trouver des architectes modernes auxquels on ne pense pas forcément quand on pense jardin, comme Le Corbusier. Ça, c'est la ville de l'avenir selon Le Corbusier dans les années 20. Et en fait, si vous regardez, le sol, c'est en fait un grand parc. Et les architectes et les urbanistes modernes rêvent en fait d'une ville-jardin d'où jailliraient des immeubles verticaux et qui auraient bien sûr des autoroutes, mais qui serait quand même essentiellement une ville-parc. Donc c'est très inspiré par ça. Évidemment, on sait que ce n'est pas ce qui va vraiment être réalisé. L'utopie va rencontrer ses limites, ne serait-ce que parce que bon, les parcs, c'est cher à entretenir, etc. Mais ce rêve finalement de la ville-jardin, il va marquer toute la modernité. Et si on veut s'en convaincre, il faut aller un peu sous les tropiques, où là les choses poussent un peu plus facilement. Brasilia, par exemple, au Brésil, ou Chandigarh, qui est une ville en partie dessinée par Le Corbusier, sont des villes qui ont des côtés très ville-jardin, même si elles sont planifiées de façon moderne, avec des séparations de circulation, etc. Donc on voit comment ces idées-là ont quand même imprégné tout le XXe siècle. Et puis ensuite, on a jeté l'idéal de la cité-jardin. Finalement, les années 80-90 ont pris pas mal de distance vis-à-vis de cet idéal-là. Vous dites finalement, il y a un aller-retour entre des thématiques écologiques qui deviennent prégnantes, puis s'estompent, puis redeviennent prégnantes. On joue avec la nature en ville depuis les années 60 finalement, avec une forme d'attraction-répulsion, je t'aime, je te hais. Oui, oui, tout à fait. Bon, comme d'habitude, bon, plus on s'approche de l'actualité, plus ça devient compliqué. Je crois que la nature, on attend d'elle des choses très contradictoires. D'un côté, dès les années 60, on commence quand même à s'inquiéter. Alors l'Anthropocène n'est pas encore là complètement, mais enfin, il y a déjà des gens qui se disent que ça risque d'aller très mal, que la pollution, l'industrialisation sans limite, etc., ça mène peut-être à la catastrophe. Donc apparaît le thème de la nature en danger. Et puis en même temps, on s'intéresse au fait que bon, on commence à avoir des énormes friches industrielles un petit peu partout. On se dit on va renaturer, donc la nature, ça pourrait aussi être quelque chose qui va nous sauver de nos propres erreurs. Donc vous voyez une nature qui est soit en danger, soit qui au contraire va nous sauver, etc. Plus on s'approche d'aujourd'hui, plus on est, je dirais, confronté à un mélange de crise, de prise de conscience de la crise, avec effectivement une nature de plus en plus, bon, entre les thèmes de l'extinction, du réchauffement, etc. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et puis là aussi, une nature qui va peut-être permettre de mitiger, d'aménager quand même les villes. Enfin, ici, vous êtes encore loin du compte quand on sort du bâtiment. Mais en tout cas, bon, des choses qu'on connaît tous. Moi, j'en suis venu curieusement à m'intéresser à cette question parce qu'aujourd'hui, c'est probablement une des grosses questions techniques et à la fois politiques qui se posent à l'urbain. En fait, mes précédents travaux étaient plutôt sur la Smart City, mais je dirais d'une certaine façon, les technologies smart sont passées. Je dirais maintenant, la révolution est presque terminée, elle continue. Alors que la nature, ça, c'est probablement le gros problème auquel il va falloir se confronter dans les années qui viennent en matière urbaine, d'urbain. Et en matière d'illustration, vous prenez la Ruhr et le retour, la renaturation d'un certain nombre de friches industrielles dans la Ruhr comme exemple. Ça, c'est un vrai mouvement, c'est le début d'un mouvement. Il y a encore plus spectaculaire. Il y a par exemple la plus grande décharge urbaine du monde à Fresh Kills sur Staten Island à New York qu'on est en train de transformer en parc. Qui est d'ailleurs un problème compliqué parce que les trucs continuent à se tasser, les mètres cubes d'ordures continuent à se tasser, à émettre des gaz. Enfin, il y a toute une série de problèmes, mais quand même, on est en train de le transformer en parc. Et je dirais plus globalement, les pratiques de remédiation au moyen de plantation, etc., c'est à peu près partout dans le monde. Et dans le même temps, les villes s'étalent et finalement, les franges des villes, cette jonction entre ces bordures des villes, elles-mêmes sont un peu délaissées, ou plutôt on n'y prend peut-être pas autant soin de la nature qu'on devrait.
Oui, enfin, effectivement, on est face à des problèmes urbains. Je pense qu'on est face à des problèmes urbains. On réalise maintenant, bon, par exemple, une ville comme Houston, ça a à peu près la superficie de la province de la Hollande aux Pays-Bas. Donc, on est face à des villes, territoires gigantesques, dans lesquels il y a quand même de plus en plus des espaces naturels. Si on prend le, entre guillemets, le très grand Paris, pas le grand Paris, mais le très grand Paris de la région, on va y trouver des forêts, des lacs, toute une série de choses. Donc on est bon, si on prenait la communauté Nice par exemple, bon, ça va des glaciers jusqu'à la mer, enfin ce qui reste des glaciers, et on se rend compte que bon, il y a de la nature un peu partout, qu'en même temps elle est souvent endommagée. Bon, tous les débats autour de la question des sols et de l'artificialisation en témoignent. Donc on a toutes ces questions qui se posent. On en a parlé la semaine dernière, en effet, dans le cadre du festival Building Beyond. C'est d'ailleurs une conférence que vous pouvez regarder en replay, à laquelle Antoine Picon nous a fait l'honneur de participer. Il y a cette thématique des sols, et puis il y a aussi une forme de conscience qui se prend de ce qu'on doit regarder aussi, et de ce que vous appelez landscape urbanism ou paysagisme, qui est une nouvelle façon de concevoir ces lieux mixtes où on doit faire coïncider de la nature et de l'urbanité. Bah, disons oui, tout à fait. Enfin, c'est une espèce d'inversion. Le regard classique, c'est je pose des objets construits et ensuite, là où il y a des vides entre les deux, je mets des arbres, etc. Bon, il y a depuis à peu près 30-40 ans la proposition de repenser à l'inverse. On part un peu du paysage, on part de la question de la nature et on pense l'urbanisme. Ça explique notamment en France, par exemple, le fait que sur les grands prix de l'urbanisme de ces 10 dernières années, il y ait pas mal de paysagistes qui en fait agissent en tant qu'urbanistes. C'est aussi un mouvement très fort aux États-Unis et dans toute une série d'autres pays. Et bon, cette inversion, on part un peu de la nature pour essayer, de sa présence, pour essayer de repenser la ville. Bon, on le voit aujourd'hui aussi avec les corridors de biodiversité, etc. Toutes ces questions qui se posent un peu partout. Bon, ça, c'est la High Line à New York, évidemment, qui est encore un autre aspect. Mais par exemple, bon, Jacqueline Hosty a eu le Grand Prix de l'urbanisme et c'est une paysagiste. Et c'est assez typique, je dirais, d'évolution qu'on voit aujourd'hui. Et alors, on franchit encore une étape quand on passe de paysagisme au parler environnemental ou au parler environnement. Qu'est-ce qu'on rajoute de plus dans cette vision qui prend holistique encore, mais qui prend en compte non seulement la nature dressée, mais celle aussi spontanée qui se réinstalle dans les parcs et jardins? Je crois que c'est une révolution dont on commence à peine à mesurer l'ampleur. Enfin bon, il y a pas mal de gourous un peu de ce nouvel âge, etc. C'est se rendre compte qu'en fait, bon, enfin c'est un peu bête, mais de se dire on est des êtres vivants. En tant qu'êtres vivants, on est solidaire d'environnement, d'écosystèmes. On est beaucoup plus dépendant de ce qu'on appelle parfois dans les sciences sociales contemporaines le non-humain, pour ne pas utiliser le terme nature, mais on est beaucoup plus... Donc comment penser globalement? Comment penser la ville autrement que comme un artefact, une chose artificielle? Comment la penser comme quelque chose qui vit et qui respire, qui est habité par du vivant et qui doit essayer de retrouver un équilibre avec ce qui l'entoure? Et bon, bah, toutes ces questions ne sont pas très simples. Comment, bon, pour les ingénieurs, il se trouve qu'au début de ma carrière, j'étais ingénieur des ponts et chaussées et je termine en tant qu'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. Je ne connais pas grand-chose aux forêts, je dois l'avouer, mais bon, c'est les fusions de corps. Mais peut-être que le changement de titre voudrait dire comment penser aujourd'hui à la fois les ponts et les arbres, les autoroutes et les espaces de nature. Et ça, c'est des défis qui ne sont pas évidents. Même en termes concrets, on ne sait pas comment former les ingénieurs à cette espèce d'hybridation que réclament les situations contemporaines. Parce que du coup, vous parlez de métabolisme urbain et de la ville comme un milieu. Ça veut dire qu'il y a des flux entrants sortants. Ça veut dire qu'il y a des... voilà. C'est pas seulement des choses posées les unes à côté des autres. En effet, il s'y passe quelque chose. Et il s'y passe une relation entre humain, non humain, entre urbain et nature. Oui, oui, bah c'est la grande mode chez les... Il y a quoi?
L'année dernière, j'avais écouté une docte, historienne et théoricienne de l'environnement, expliquant comment il faut écrire une histoire, par exemple en Alaska, des humains avec une histoire des castors. Parce que les castors et les humains sont en constante interaction. Les castors ont profondément modifié toute une série d'écologies, etc. On se rend compte que même les villes, oui, il y a le cycle de l'azote, il y a des tas d'autres choses comme ça. Les villes, pendant longtemps, étaient dans un relatif équilibre avec leur environnement, même s'il était quand même relatif, cet équilibre. Aujourd'hui, on est dans des figures de déséquilibre. Donc, comment on restaure finalement un vivre ensemble avec, je dirais, les arbres, mais aussi les cours d'eau, les êtres vivants de la nature. Ça veut dire considérer les villes différemment, ça veut dire aussi, mais ça vous le savez mieux que moi, repenser complètement les catégories de la construction et de l'aménagement. Et ça veut dire pour les acteurs des transitions urbaines, pour les constructeurs de quartiers, ça veut dire penser en coupe et plus en plan. Notamment, enfin ça ne se limite pas qu'à ça, mais ça veut dire par exemple, pour revenir à la table ronde de l'autre jour, prendre très au sérieux la question des sols et de ce qu'ils deviennent, et pas seulement, là aussi, quand on fait de l'histoire de l'ingénierie, notamment des ponts et chaussées, le sol pendant longtemps c'était du remblai des blés. Aujourd'hui on est beaucoup plus sensible à toutes les choses qu'il abrite, toute la vie qu'il abrite, etc. Et on ne peut plus penser en termes de pur remblai des blés. On doit penser aussi la rareté des sols, on doit penser, les questions d'eau sont en train de devenir de plus en plus complexes. C'est penser finalement à toutes ces choses-là. Et on doit penser la continuité aussi. Et la continuité d'ailleurs entre les échelles, vous dites, entre l'échelle micro, la microbiologie, et puis l'échelle macro de la planification. Ça, c'est un boulot d'ingénieur, ça, en fait. Pas seulement, enfin, j'aime bien les ingénieurs, mais enfin, il faut aussi qu'il y ait beaucoup d'autres intervenants. En tout cas, on est en train de redécouvrir quelque chose. Au début du XXe siècle, il y avait des mouvements dits régionalistes qui étaient extrêmement véhéments sur l'idée qu'en fait, pour penser les villes, il fallait penser les régions. Il y a des gens comme Guedes, etc., qui écrivent beaucoup sur cette question. On est en train de revenir à ces questions-là, c'est-à-dire que la ville, ça ne s'arrête pas à un éventuel périphérique ou à une zone à urbaniser, mais c'est quelque chose qui doit être replacé dans un ensemble environnemental beaucoup plus vaste. Et ça, je dirais, c'est quand même un des mouvements de fond aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut passer à différentes échelles, du toit planté ou de la ferme urbaine, à des choses beaucoup plus vastes. Et ce n'est pas là non plus complètement évident, tellement on a segmenté, je dirais, les échelles d'intervention. Alors justement, l'agriculture urbaine, ça a quelle place là-dedans? On montre ça beaucoup comme une nouvelle mode. On en a un peu parlé la semaine dernière dans le cadre de cette discussion sur l'importance des sols. Vous regardez ça quand même avec un œil un peu, disons, mutin, comme une mode des urbains qui contribue quand même assez faiblement à l'autonomie alimentaire. En revanche, ça a peut-être d'autres rôles, l'agriculture urbaine aujourd'hui. C'est en tout cas ce que Marc-André Sellos voulait aussi soumettre comme idée dans le débat. Et finalement, ça a d'autres fonctions et des fonctions qui sont très raccord avec cette autre dimension qui est sociale et politique. Oui. Enfin, je ne sais pas si je suis mutin, mais en fait, j'en sais rien. Pour être honnête, j'ai quand même tendance à penser que la salade cultivée dans Paris intramuros aura quand même, je dirais, des débouchés limités, et puis aussi, c'est quand même des quantités limitées. Mais je pense que d'un autre côté, l'agriculture urbaine, elle remplit toute une série de fonctions. Il y a une fonction pédagogique. Il faut réapprendre un contact avec la nature. Je dirais, on est les premières générations, c'est ce que disait aussi Sellos, on est les premières générations quand même, les baby-boomers dont je suis, c'est encore plus vrai après, à avoir perdu le contact quand même avec le monde agricole complètement. Donc je dirais d'une certaine façon, il y a un processus de réacclimatation, de retrouver un contact avec les éléments naturels. Il y a aussi, je dirais, le côté faire société. C'est quand même clair que les fermes urbaines en général, etc., elles ont des liens avec toute une série de recherchés, de nouvelles façons de créer des communautés, des solidarités dans les villes. Il y a ces aspects-là. Donc, je dirais, il y a toute une série d'aspects assez profonds.
Est-ce que ça va se généraliser? J'avoue que bon, je dirais ça dépend. Je pense que dans le périurbain, oui, il y a probablement des endroits où on a plus de place, etc. Dans les villes denses, c'est tout de même un peu plus compliqué. Mais en tout cas, c'est indicatif de quelque chose qui se recherche et qui est encore une fois lié à cette place de la nature, cette façon dont la nature apparaît comme un moyen de recréer du lien social, qui sont des questions assez fondamentales aujourd'hui. Donc je ne suis pas si mutin que ça. Enfin, je dois dire que je suis parti au début d'un grand agacement, parce que bon, dans les écoles d'architecture, par exemple, il ne se passait pas de semaines et de mois sans on soit inondé de projets d'agriculture urbaine un peu fantaisistes. Et puis je suis passé de ça à progressivement. En fait, c'est quand même une série de vraies questions derrière qui se posent, qui sont pas forcément à voir toujours avec le cours des fruits et légumes, mais avec des choses tout aussi profondes dans nos sociétés. Et c'est un phénomène qui serait même un peu accusé avec la crise, les crises qu'on est en train de vivre, ou de finir de vivre pour certaines, ou peut-être celles qui sont devant nous, et cette relation à l'urbain qui est un peu modifiée par l'épisode de la pandémie. C'est en train d'être mesuré, en gros, quels sont vraiment les effets de la pandémie, mais sur des crises qui nous ont aussi invités à changer nos manières de faire, habiter ailleurs, télétravailler, etc. Est-ce que ça aussi, c'est pas justement un déclencheur de nouvelles relations entre l'urbain et la nature, l'urbain et une nature qui va chercher ailleurs Certainement, mais en même temps, je dirais il faut quand même être prudent parce que là aussi, historiquement, on se rend compte, ça fait plus d'un siècle et demi qu'on rêve périodiquement de travailler à la campagne. Et au début, dans les dernières décennies du 19e siècle, l'électricité, par exemple, a donné, lorsque l'électricité s'est diffusée, il y a eu toute une série de projets pour déconcentrer les villes, etc. Alors, le télétravail, c'est vrai que pour une série d'entre nous, c'est une réalité, mais il y a quand même un nombre d'emplois qui ne peuvent pas télétravailler, même si, bon, dans une école d'architecture que je nommerai pas, il y a des gardiens qui ont demandé s'ils pouvaient télétravailler, ce que j'ai trouvé à la fois un reflet des inégalités sociales, mais plutôt assez drôle que le gardien de la porte d'entrée veuille télétravailler. Mais bon, c'est vrai qu'on est face à des... Je dirais que c'est un peu compliqué. Le numérique, d'ailleurs, il est bon de se souvenir que le numérique s'est aussi accompagné dès sa naissance. Il y a 30 ans de ça, on parlait beaucoup déjà de dispersion urbaine, etc., dans les années 90. Alors, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. La robotisation a plutôt été dans le sens de la métropolisation, etc., pour des raisons, je dirais, liées à la nature même, je dirais, aux problèmes techniques que posent les robots. Mais bon, en tout cas, c'est clair qu'il y a une question derrière ça qui est est-ce qu'on veut vivre en ville? Quelle ville? En France, toutes les élites veulent absolument mettre les gens dans du R+5 et la plupart, beaucoup de gens préfèrent encore leur pavillon de banlieue. Donc, quelle ville veut-on? Quelle sera la place de l'agriculture urbaine en fonction quid des transports en commun? Toutes ces questions se posent et je crois que la nature, encore une fois, cristallise toute une série de ces questions. C'est clair que le jardinet de banlieue ou ses descendants aujourd'hui, eh ben, c'est un argument puissant pour certaines catégories de la population pour justifier là où ils veulent habiter. Donc c'est des questions, je pense, on touche vraiment au cœur de questions sociétales d'aujourd'hui. Et à question sociétale, réponse politique, c'est finalement la question de la nature en ville qui en fait d'emblée un objet démocratique nouveau, ou au moins le prétexte à reposer une série de questions de façon large, ouverte, sur ce qu'on souhaite et comment on le construit, dans une relation qui est maintenant ouverte au non-humain. Oui, ça reste quand même. Alors bon, il faut quand même être clair, l'ouverture au non-humain reste souvent concrètement des gens qui ont un rapport assez direct avec l'agriculture, ou sinon il y a quand même un effet parfois un peu Marie-Antoinette et ses moutons dans certains des discours sur le non-humain. Je pense à la fois, c'est-à-dire ce qui est compliqué, c'est qu'à la fois il y a des choses très profondes et très sérieuses, et à la fois parfois des espèces de modes intellectuels un peu plus superficiels. Mais je crois qu'effectivement, bon, je dirais c'est comme les animaux. La maltraitance animale, il y a 30 ans, ça laissait quand même pas mal de gens indifférents. Aujourd'hui, c'est devenu un vrai sujet de société. Et je dirais, bon, indépendamment des choix végétariens ou non, etc., les droits des animaux, c'est devenu une vraie question.
Je dirais de la même façon, vous avez des gens aujourd'hui qui vous parlent des droits des fleuves, des droits des forêts, bon, avec finalement l'idée qu'il faut quand même représenter les intérêts de ce qui n'est pas strictement les humains. Alors, on est arrivé presque au bout de cette réflexion que vous conduisez dans la note, qui est à votre disposition en sortant ensuite, hein, si vous le souhaitez, où vous retrouverez d'ailleurs plus d'exemples encore. Et j'ai envie de vous laisser la parole. Agathe est à votre service si vous souhaitez poser une question, rebondir, réagir. Oui, bonjour, je vais commencer alors. Ici, on pense et dehors, ils font. Et ce qu'on voit autour de nous, c'est du béton, de la construction, du déblai remblai. Quelle différence alors, quelle avance ou va falloir attendre combien d'années pour qu'on se rende compte que la ville pure béton, ou pour l'avoir vu à Londres où on bétonne jusqu'au tronc d'arbre, on se demande qu'est-ce qui reste dans les sols aujourd'hui. Combien de temps va falloir attendre pour que ce qu'on pense là soit réalisé autour de nous? Enfin, cet écart-là saute aux yeux. Oui, mais je pense qu'on vit dans un monde un peu fou, hein. Je n'ai pas la réponse, vous en doutez bien, mais je pense quand même, si vous voulez, je pense un peu la même chose que sur le numérique, curieusement. Moi, pendant des années, j'ai répété, la Smart City, ce n'est pas fondamentalement un problème de technologie, c'est un problème politique. C'est quelle ville voulons-nous? Et je pense que c'est pareil sur les questions de place de la nature. C'est quelle ville voulons-nous, quelle société voulons-nous, etc. C'est une question politique. Alors ensuite, il y a les intérêts économiques, il y a évidemment, bon, je suis bien d'accord, mais quand même, ça commence un peu les lignes commencent à bouger. À peu près toutes les municipalités du monde maintenant commencent à avoir des plans sur la place de la nature, etc. Ça bouge. Je suis d'accord que ça bétonne encore plus vite pour l'instant que le déplacement de la ligne de front sur la place de la nature en ville, mais ça commence à bouger. Et je pense que là aussi, il y a des effets générationnels. Moi, je suis quand même très, très frappé. Je suis enseignant. Je suis très, très frappé, disons, moi, en tant que typique baby boomer. Je dirais, j'étais plutôt béton que herbe folle. Mais je dirais, des générations plus jeunes, le rapport s'est inversé. Donc, je pense que c'est peut-être la démographie et l'évolution qui provoquera une accélération. Oui, merci. Moi, je m'interroge sur la notion de nature. Je suis architecte, urbaniste si on veut, et je pense qu'il y a plusieurs types de nature de toute façon, vous l'avez bien dit, du pot de fleurs au parc urbain, à l'agriculture travaillée, la nature elle n'est pas définissable comme une entité unique. D'autre part, les villes sont faites de vides et de pleins. Les vides, c'est souvent les espaces publics. Et on ne parle pas jamais, effectivement, que la nature en ville a façonné, en Europe surtout, des espaces publics qui sont des espaces de production de sociabilité. Pendant que l'espace privé, c'est plutôt la famille, la production matérielle, si on veut. Donc, est-ce que la forme urbaine ne doit pas être repensée, non pas simplement par rapport à la nature, mais par rapport à ce qu'on peut appeler les réseaux urbains. La ville a fait des réseaux à tous les niveaux, des réseaux des fluides, des trafics, et tous ces réseaux. La nature fait partie de ces réseaux, soit concentrés, soit par, disons, atomisés, soit par grands systèmes. Donc, il y a des systèmes urbains différents qui se superposent, et Alphand l'avait très bien compris, et heureusement aussi. Comment revenir donc à faire comprendre que, je réponds un peu à la question qui a été posée sur la bétonisation de la ville, qui est contradictoire avec les désirs de faire pénétrer la nature. Est-ce qu'il y a une réflexion plus profonde sur la forme de la ville et dans sa forme, le problème de la densité? Le problème de la nature, ça pose les désirs d'évaser,
En France, c'est absolument incroyable cette capacité à vouloir à vivre dans des pavillons, ce qui n'est pas ni en Italie ni en Allemagne, par exemple, beaucoup moins. Donc, il y a une série de systèmes, des questions qui se posent, et je pense qu'il me semble, modestement, que la nature se pose à l'intérieur d'un système de questions, et pas simplement comme lieu, un peu idéal disons, de bien vivre. Écoute, je crois qu'on est assez d'accord. Bon, il se trouve que le travail que j'ai fait sur l'osmanisation, notamment, enfin, j'ai fait une série de travaux, j'essaye de montrer comment la nature est pensée comme un réseau. C'est très clair. Mais je dirais plusieurs choses. La première, c'est que les espaces publics n'ont pas toujours été pensés en fonction de la nature. Vous prenez la place des Vosges qui aujourd'hui est plantée, au XVIIe, c'est une place minérale, un peu comme la Plaza Mayor de Madrid. Et d'ailleurs, ça s'inspire un peu des modèles espagnols, etc. Prenez la place Vendôme. Les places royales sont rarement plantées. C'est vraiment à partir du XVIIIe siècle que l'espace public commence à être beaucoup défini en fonction de la nature. Un des espaces auxquels on ne pense pas forcément à Paris, c'est la place de la Concorde, qui en fait, à l'époque, à cause des Champs-Élysées, qui sont encore pour l'essentiel de la plantation, est en fait une espèce de rapport ville-campagne avec une façade urbaine sur la campagne. Donc c'est vraiment à partir du XVIIIe siècle que, je dirais, on pense l'espace public par rapport à la question des plantations, etc. Donc ça a une histoire, ça aussi. On n'a pas toujours pensé la forme urbaine en fonction des éléments naturels. En bref. Alors moi, je pense qu'on ne peut pas... Je pense qu'aujourd'hui, on est face à des questions qui vont au-delà de la forme urbaine. Je sais bien, moi aussi, j'ai beaucoup de sympathie pour l'architecture, mais je pense qu'on est face à des questions urbaines qui vont au-delà des questions de forme. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les questions de forme, parce qu'elles sont importantes. Ça ne veut pas dire, bon, les questions de typologie urbaine sont importantes, le pavillonnaire, c'est une typologie, etc. Mais je crois qu'on est face à des questions qui vont au-delà de ça. Le métabolisme urbain, c'est une question qui est beaucoup les cycles de l'azote, etc. C'est des questions qui sont sur un autre plan que les questions formelles traditionnelles. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des villes moches, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner des questions finalement de comment on organise physiquement la ville, mais je pense qu'on est passé à une autre échelle de problèmes à certains égards et qu'il faut le reconnaître. Voilà. Et que, bon, ça veut dire que les architectes, traditionnellement, d'ailleurs en France, c'est assez rigolo parce que les architectes en France se battent comme de beaux diables pour qu'il n'y ait pas de landscape architect à l'anglais. À l'anglaise. C'est une bataille autour du titre, alors que les paysagistes aimeraient s'appeler architectes paysagistes. Il va falloir probablement partager un petit peu plus les compétences que ce qu'on imagine traditionnellement. Mais tout ça pour dire que je pense qu'on est face à un chantier plus vaste, dans lequel effectivement il y aura de l'architecture, il y aura des réseaux, mais aujourd'hui la question de la nature, ça ne se limite pas au réseau, ça va au-delà. Donc, bon, il faut probablement changer de focale sur une série de ces choses. Sinon, on est assez d'accord. Je pense que l'osmanisation, par exemple, bon, moi j'ai essayé de montrer dans toute une série de publications comment l'osmanisation prend la nature, en fait, considère la nature comme un réseau technique. Chez Alphand, c'est vraiment très très clair. Quelque chose de plus organique, quelque chose de plus... Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Bonjour, est-ce que vous rencontrez des décideurs publics? Est-ce que vous les conseillez et est-ce que vous avez identifié chez eux des freins? Et si oui, lesquels au développement plus massif de la nature en ville? Tout à l'heure, vous avez parlé très rapidement du coût de l'entretien. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être rédhibitoire? Et voilà, est-ce que vous avez senti chez le décideur public des freins pour que plus massivement on ait des villes avec davantage de nature? J'en ai pas mal fréquenté un moment, plutôt sur les questions numériques d'ailleurs. Là, c'est quand même quelque chose sur lequel je travaille de façon plus récente. Je dirais comme dans beaucoup d'autres domaines, il y a plutôt de la bonne volonté de la part des décideurs qui se heurtent très vite à des contraintes budgétaires, à des questions parfois de savoir-faire aussi. Je dirais il y a des choses qu'on ne sait pas faire quand même. Et puis il y a aussi des questions, je dirais, encore une fois, moi je vois à l'école des ponts,
on ne forme pas les gens forcément. Ce n'est pas évident de savoir comment former des gens pour ces nouvelles perspectives, etc. C'est une des questions. Je ne suis pas sûr. Pour donner un autre exemple, par exemple, il se trouve que j'enseigne dans une école d'architecture et d'urbanisme américaine, et à peu près partout dans le monde, les écoles se disent c'est important, l'environnement, etc. C'est très difficile de trouver des gens compétents, en fait, pour enseigner ces sujets pourtant cruciaux. C'est-à-dire qu'en fait, les compétences ne sont pas toujours là non plus, etc. Donc je pense qu'il y a plutôt, je dirais, une montée en puissance de l'idée que oui, c'est une dimension, ne serait-ce aussi parce que le public qui vote, en fait, en général, veut de la nature dans la ville. Donc les maires, etc., en sont conscients. Mais ensuite, il y a tous les obstacles qu'on connaît, qui fait qu'on continue souvent à bétonner, parce que d'une certaine façon, c'est plus facile et je dirais plus rentable souvent. Bonjour, merci. Une question sur, un peu en relation sur les conflits d'usage. Et notamment, on a toujours une vision très harmonieuse où tout le monde est content de se promener dans la nature, dans la ville, mais à un moment, il y a des conflits d'usage, notamment par rapport au logement. J'ai vécu longtemps dans un pays émergent où dès qu'il y avait un mètre carré dans une mégalopole asiatique, dès qu'il y avait un mètre carré disponible, c'était pour faire de la construction et du logement, en priorité par rapport à la nature. Donc, comment on résout ces conflits d'usage ? Et est-ce que aussi on peut avoir une lecture peut-être un peu utilitariste, intégrée dans le calcul économique, l'apport que peut avoir un parc, que peut avoir plus de nature dans la ville, pour aussi faciliter dans la politique, sa prise en compte dans la politique publique? Oui, c'est une bonne question. Moi, je partage aussi cet avis. La nature, comme à peu près tous les objets urbains, c'est conflictuel. L'espace public est conflictuel parce qu'il y a des intérêts différents, etc. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Comment ça s'arbitre? Bon, il y a quand même aujourd'hui de plus en plus de gens qui travaillent. Vous prenez le thème de la ville health. Comment ça se dit en français? Healthy city, la ville qui est bonne pour la santé. Ouais. Voilà. Hein? On dit vivable actuellement. Oui, donc, livable. Mais bon, la healthy city, aujourd'hui, il y a plein de gens qui travaillent. J'ai une collègue qui travaille là-dessus et qui fait des KPI sur ces questions-là. Il y a pas mal de gens. Comme par hasard, vous avez plein de gens aujourd'hui qui essayent de quantifier, de mesurer à quel point la présence de parcs publics, ça incite à la marche, ça diminue le budget de santé pour soigner les gens. Donc ça, c'est en cours. Ce que je pense quand même, et c'est peut-être parce que je ne suis pas économiste, hein, c'est que toute l'économie du monde ne remplace pas la politique. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment de la nature dans la ville, il faut deux choses qui appartiennent aux politiques. C'est une pression de la base. Je pense que pendant longtemps, qu'il faut quand même être honnête, dans beaucoup de pays en développement, se loger est quand même souvent plus vital dans des mégalopoles en train d'exploser que d'avoir un brin d'herbe en bas de chez soi. Ça, c'est la vérité qu'il faut bien reconnaître dans un certain nombre de cas. Mais il faut une pression de la base quand même, qui risque quand même d'arriver plus vite que ce qu'on croit, y compris dans les pays en développement, à cause aussi, entre les îlots de chaleur, etc. Je pense qu'il va falloir reconsidérer pas mal de choses. Et puis, il faut une volonté politique aussi au sommet de se dire qu'on va essayer de changer les choses. Et donc, les indicateurs performance vous disent, en général, c'est comme le calcul économique, ça permet de justifier des décisions souvent qu'on a déjà prises. Finalement, le risque, parfois, le risque d'inondation, le risque conduit à sanctuariser, et vous en parlez aussi dans la note, des espaces rendus à la nature parce que submersibles, parce que zone tampon. C'est un des grands débats. Est-ce qu'il faut faire par rapport à la montée des eaux des digues en béton ou est-ce qu'il faut mettre des zones humides? Bon, c'est caricatural, je caricature un peu, mais c'est quand même une des questions qui va se poser de plus en plus. Et c'est vrai que ce qui est compliqué pour un ingénieur des ponts vieillissants de mon genre, c'est de se dire qu'il ne faut pas forcément de la digue à base de blocs de béton, sachant aussi que la zone humide ne va pas tout résoudre. Et donc, je pense que ce qui est compliqué aussi dans ces questions de nature, c'est qu'on est souvent face à des discours tout ou rien. Et que la question, c'est, on revient un peu à ces questions un peu de calcul économique, c'est quels sont les critères qui permettent parfois de savoir dans quelle proportion, parce qu'il faudra bien aussi parfois des solutions artificielles, mais comment on les utilise, etc., c'est une des questions qui se posent.
Bonjour. Est-ce que vous pensez que les questions de santé publique pourraient aussi faire partie des freins à cette accélération de la nature en ville? Je pense aux moustiques tigres dont on parle beaucoup ces jours-ci et qui se développent plus facilement quand il y a de la nature en ville. Si on pense à la pandémie, c'est aussi le contact entre l'animal et l'humain en ville. Est-ce que c'est un élément auquel vous vous êtes intéressé? C'est un élément auquel je suis sensible, ne serait-ce parce que je me souviens une fois à Singapour, on m'avait raconté l'histoire d'un boa qui était sorti comme ça tout d'un coup sur la chaussée à Orchard Street, qui est la rue des shopping malls, un peu, etc. Et Singapour est typique. Ils ont mis plein de nature partout et du coup, ils ont les problèmes qui vont avec, les boas, mais surtout, par exemple, les problèmes de rupture d'arbres, de branches, d'arbres massifs sur les autoroutes. Enfin, ils ont plein de petits problèmes. Il faut quand même se dire une chose, c'est que il y a rarement des solutions qui sont 100% lovely. Il y a toujours quand même un peu des choses. Bon, c'est sûr que les moustiques, on va avoir un peu plus qu'avant. Ça veut dire quand même aussi qu'il va falloir trouver des façons d'avoir des plantations sans avoir des flaques d'eau. Mais enfin, ça tombe bien, l'eau va devenir rare. Donc, de toute façon, il va falloir faire attention à ça. Mais c'est quand même clair qu'il y a des problèmes. Ben, on le voit dans un autre genre sur la réintroduction des espèces sauvages. Bon, chaque fois qu'entre les histoires de moutons ou de promeneurs agressés par des ours ou des loups, on voit bien que oui, c'est pas 100%, c'est pas les moutons de Marie-Antoinette. Les espèces, elles ont leur logique. Moi, j'ai eu autrefois un chat qui s'est fait bouffer par un coyote à l'époque où je vivais complètement en Amérique, parce que les coyotes maintenant arrivent le long des voies ferrées dans les villes de l'Est. C'était pas dans l'Ouest américain, c'était à Boston, mais à Boston, il y a des coyotes qui sont arrivés depuis l'Ouest américain en suivant les voies de chemin de fer et qui bouffent ce qu'ils trouvent à bouffer. Et vous vous rendez compte que oui, c'est même d'ailleurs, bon, dans l'autre chose un peu rigolote et moins dangereuse tout de même, mais pas complètement, les dindes prolifèrent en Amérique, au nord-est de l'Amérique. Il y a des troupeaux de dindes maintenant dans la banlieue de Boston, qui sont des gros oiseaux qui parfois deviennent agressifs. Donc oui, la nature en ville, c'est pas 100% des roses et du parfum, hein. On a vu d'ailleurs qu'ils reviennent très vite pendant le confinement. Tout le monde avait des vidéos prises depuis sa fenêtre d'animaux qui se baladaient dans les rues de villes de la grande couronne parisienne. Oui, où il y a les corbeaux, le retour des corbeaux, enfin des corneilles à Paris, c'est quand même assez étonnant aussi. Enfin, là où j'habite, le pigeon a quasiment disparu. Enfin, la lutte séculaire entre le pigeon et le corbeau, après avoir quasiment disparu, les grosses bêtes noires sont de retour. Bonjour. Par rapport à la taille des villes, est-ce que vous pensez que pour que la nature ait de plus en plus de place dans nos milieux urbains, il n'y a pas un enjeu sur la taille des villes et est-ce qu'on pourrait aller avec un réseau de villes différents, enfin moins de mégalopoles et plus de villes moyennes pour avoir une place plus importante de la nature dans les villes? C'est une très bonne question à laquelle je répondrai quand même. J'ai un fond de cynisme parfois, enfin pas vraiment du cynisme, mais je dirais les coups partis sont tels. On va pas reloger, pour reprendre l'exemple d'Houston, on ne va pas reloger tous les habitants des mégalopoles à la campagne. Il faut quand même se le dire. Donc on peut se poser la question pour les implantations nouvelles, on peut se poser la question de la planification, etc. Mais on est quand même, en tout cas nous, on est sur un continent dans lequel le gros de la croissance urbaine est quand même plutôt derrière nous. Mais je dirais en Asie, je suis pas très enclin à l'optimisme, parce que pour des raisons liées aux mécanismes socio-économiques, je ne vois pas bien comment on pourrait complètement faire. Alors, bon, il y a des cas extrêmes, Jakarta qui est en train de passer sous les eaux, et d'ailleurs qui sont très discutables du point de vue, parce qu'on va s'installer du côté de Bornéo et ravager un certain nombre d'hectares de forêt. Donc, il y a des cas. Mais je dirais, pour moi, l'enjeu principal, quand même, ça va consister à aménager ce qu'on a fabriqué. Par exemple, bon, je ne fais pas partie des gens qui pensent que tout d'un coup, tous les Français vont habiter du R+5 dense. Ils vont rester dans leur pavillon, pour la plupart.
Donc, il faut trouver des moyens, par exemple, du transport en commun ou pas en commun un peu plus agile, de la voiture partagée, des tas de choses, par exemple, pour résoudre les problèmes de transport. Il faut peut-être capitaliser sur la faible densité pour repenser, là, pour le coup, l'agriculture urbaine, parce que ça a plus de sens quand vous avez du pavillonnaire, etc. Il faut essayer d'aménager, je dirais, il faut vivre à l'intérieur des catastrophes qu'on a déjà produites, et essayer petit à petit de les aménager pour qu'elles soient moins catastrophiques, peut-être. Mais on ne va pas retourner dans une France des villages et des petites villes, c'est un peu fini. Il y a des choses qu'on pourrait faire aussi. Il y a toute une série de programmes, par exemple, sur les villes moyennes. Comment on peut remettre des commerces dans le centre ? C'est quand même assez frappant dans toute une série de merveilleux villages provençaux. Il n'y a plus un commerce dans le centre et vous avez la boulangerie industrielle, pas très loin du Bricorama, etc. Bon, ça peut-être qu'on peut essayer de faire quelque chose, mais on ne va pas relocaliser la population aussi massivement que ce qu'on imagine. Alors, ça sera la dernière question. Merci. Pierre-Monluc, Vinci Construction. On a parlé des inconvénients des moustiques, des coyotes, etc. Mais ne pensez-vous pas que les solutions fondées sur la nature, par exemple, alors on va parler par exemple du rafraîchissement, vous avez évoqué la notion d'îlot de chaleur. Alors évidemment, quand on va parler de ça, on va parler des arbres, de l'évapotranspiration, donc des sols, déjà de la gestion de l'eau, donc peut-être régler nos solutions de débordement avec des solutions d'infiltration, bref, tout ce que j'imagine vous connaissez par cœur, et donc des sols. Donc en clair, est-ce que vous ne pensez pas que les services rendus par la nature sont largement, on va dire, plus importants que les désagréments? Et comme moi j'en suis convaincu, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour passer à la vitesse supérieure au niveau des politiques, voire au niveau de la connaissance? Et vous avez parlé de formation, et j'ai l'impression que dans nos entreprises, on travaille sur ces sujets-là, il faudrait qu'on puisse être challengé justement par nos clients qui n'ont peut-être pas ces formations ou cette culture-là, pour qu'on puisse en discuter et faire avancer les politiques. Voilà. Sur le premier point, oui, on est entièrement d'accord. Si je pensais que les natures urbaines, parce que je suis persuadé qu'il y a plein... Disons, si je pensais que c'était mauvais, je n'aurais pas consacré quand même une note et puis un travail en cours à cette question-là. Oui, je pense que globalement... De toute façon, il me semble que globalement, on n'a pas tellement le choix. C'est-à-dire que, bon, ça ne va pas tout résoudre. Il faut aussi peindre les toits terrasses en blanc dans un certain nombre de cas. Ce n'est pas de la toiture plantée partout, etc. Ça ne va pas tout résoudre, mais c'est clair que si on ne met pas quand même massivement beaucoup plus de nature dans les villes, on va quand même vers des situations urbaines catastrophiques très, très vite. Donc oui, je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut le faire et que les bénéfices l'emportent très largement sur les problèmes. L'autre question, oui, c'est bien qu'on vous challenge, mais bon, écoutez, je vais mettre pour une fois, je ne suis pas plus très marxiste, enfin c'est une maladie qui m'a passé depuis longtemps, mais je remettrai volontiers mon chapeau de marxiste de jeunesse en disant... c'est vous-même aussi qui devez vous challenger. Je veux dire, on a quand même des entreprises aujourd'hui qui, malgré tout, bon, je dirais, le cours de l'action et je dirais les questions de profitabilité l'emportent de beaucoup. Alors, je sais bien qu'on parle beaucoup d'entreprises citoyennes, etc., mais je dirais, le challenge, il n'est pas uniquement de l'extérieur. Il faut que vous intériorisez un peu plus, je dirais, le fait que sinon tout le monde court à la catastrophe globalement. Donc ça ne peut pas venir que de l'extérieur, en un mot. C'est aussi pour ça que j'ai trouvé intéressant de venir aujourd'hui, c'est parce que je pense que ça vient petit à petit. Je pense qu'en termes de responsabilité citoyenne, les entreprises ont là aussi pris un tournant. Mais peut-être qu'avant d'être challengé de l'extérieur, il faut aussi vous challenger un peu plus à l'intérieur. C'est ça que je voulais un peu vous dire, parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose d'un peu fou actuellement dans le système. Il faut quand même être clair. Bon, il se trouve que la semaine dernière, j'étais la même journée en train de débattre en fin de journée des sols, etc. Et avant, j'étais au salon de l'aéronautique. Et ça donne quand même un peu une idée d'un peu de l'espèce de tension dans lesquelles nos sociétés vivent. Mais sinon, je suis assez d'accord globalement sur le truc. Mais je pense de toute façon qu'il y a un vrai problème de formation. Moi, je vois la formation que j'ai reçue, c'est quand même une formation à base de mécanique, de physique, de mathématiques. Le vivant avait très peu de place.
et très peu de place. Et je dirais globalement, on forme encore beaucoup de nos élites, je dirais avec très peu finalement, juste un vernis extrêmement superficiel de compréhension du vivant. Formons-nous tous au vivant, au secret du vivant. Ben, écoutez, on arrive au bout de notre heure ensemble. J'espère que personne ne reste sur le regret d'une question non posée. Je vous propose de remercier ensemble Antoine Picon pour cette présentation et pour cette note. Et puis, je suppose qu'il est l'heure de vous souhaiter bon appétit. Merci à vous. Au revoir.